Et pourtant, Terre Inconnue est probablement à mon sens le meilleur film de la franchise. Le fait est que le 25e anniversaire de la série approchait à grands pas et qu'il fallait donc redoubler d'attention pour relever le défi d'un film meilleur que le précédent et à la hauteur de la réputation de Star Trek. Heureusement pour l'équipe, l'histoire allait leur fournir le meilleur scénario possible. La principale lune de Klingon vient d'exploser sans crier gare à cause des forages démesurés qu'elle subissait. Cette explosion prive les Klingons de leur principale ressource, mais pollue également leur atmosphère. Leur civilisation entière est en péril, et ils ne peuvent rien faire. Ils se résolvent alors, après des années et des années de conflit, à demander l'aide de la Fédération, acceptant par la même occasion un traité de paix. C'est donc le héros le plus connu de Starfleet que l'on décide d'envoyer symboliquement négocier le traité, sans se soucier du fait que Kirk est loin d'être prêt à pardonner aux Klingons. Malgré tout, il accepte sa mission et essaye de faire au mieux pour la compléter. L'équipage pense que tout est bien parti, jusqu'à ce que l'Enterprise se mette à tirer inexplicablement sur le vaisseau des Klingons. Alors que Kirk et son équipe cherchent à comprendre ce qui se passe, deux assassins se téléportent sur le oiseau de proie à la dérive et sans gravité et abattent le chancelier Klingon. Tout est fait pour faire croire que Kirk est responsable de cet attentat qui vient de mettre en péril le processus de paix entre les deux races. Il est alors envoyé en prison sur une planète très froide et va devoir s'échapper pour prouver, à l'aide de Spock, son innocence, l'identité du vrai coupable et prévenir une autre attaque. C'est purement orgasmique. Je reprends pour les deux du fond qui n'ont pas suivi depuis le début. Tchernobyl explose et met en très mauvais état les Russes que les Américains voient encore une fois comme des brutes sanguinaires, alcooliques et monstrueux. On envoie alors Nixon tenter de se réconcilier avec la Chine, car on sait que lui seul peut y arriver, et parvenir à faire taire sa propre haine pour atteindre un bien commun. Mais comme à chaque fois, il y a toujours des gens qui s'opposeront à cette paix, et c'est ainsi que se met en place une tentative d'assassinat du Lincoln sino-russo-Klingon. Accusé à tort, Kirk est envoyé au goulag et va devoir prouver son innocence afin de ramener la paix. Est-ce que vous voyez mieux à quel point c'est génial ? Le développement du film a démarré 2 ans après la chute du mur de Berlin, qui marque la fin de la guerre froide entre les USA et le bloc communiste russo-asiatique. Il ne pouvait pas y avoir de meilleure situation pour rendre hommage à une série qui a tenté d'indiquer la voie hors de ce conflit pendant 25 années que de terminer le dernier film sur cette réunification entre la Fédération et ceux qui ont toujours servi de métaphore à la Russie depuis le début de la série. Ce film est dantesque. La scène du repas entre les deux délégations est tellement bourrée de références politiques et littéraires, décrivant si excellemment les préjugés et conflits culturels entre deux blocs ennemis depuis tant de temps, qu'à elle seule elle vaut le détour. Je vous le dis, cette scène est sublimement bien écrite et mise en scène. Le scénario est profondément intelligent, aussi bien dans ses métaphores que dans le développement de son intrigue. C'est en fait une vraie histoire d'espionnage, avec tous les éléments pour la rendre passionnante. On souhaite aussi bien trouver les véritables coupables de l'attentat que voir notre James Bond de l'espace s'en sortir une fois condamné à tort. Voir cet homme habitué à haïr un peuple entier depuis tant d'années, totalement déstabilisé quand il réalise que l'idée d'être accusé du meurtre d'un Klingon le révolte, qu'il veut se défendre d'avoir commis un acte dont jusque-là il se serait cru heureux d'être accusé, et la remise en question de tant d'idées qu'il pensait acquises, est tellement belle et bien amenée que j'en verserai une larme. C'est pour ce genre d'histoire que j'aime la science-fiction, de la belle science-fiction à message, intelligente et forte. Le film y mélange de plus subtilement quelques notes d'humour, intelligent et recherché, qui rendent les personnages sympathiques et relâchent un chouïa la tension de l'intrigue principale. C'est Nicolas Meyer, le réalisateur de La Colère de Cannes, qui avait pris les rênes du projet, principalement parce que Shatner allait faire un caca nerveux si Nimoy réalisait à nouveau un film au succès bien plus retentissant que le sien. S'il ne fait pas de mise en scène particulièrement inventive, d'effets de montage spécial, il filme tout cela avec talent et brio. Vous n'avez pas idée de la difficulté inhérente au fait de filmer une scène de repas avec autant de monde autour d'une table, surtout avec le rythme et la force des dialogues qui se déroulent dans celle-ci. En fait, je n'ai qu'une chose à reprocher à ce film. Un des généraux Klingon s'appelle Cheng. Et ça fait un peu trop chinois pour un Klingon. C'est tout. Il était d'autant plus important que le film soit une réussite puisque Gene Roddenberry est mort quelques semaines avant qu'il soit terminé. Il semblerait qu'il ait désapprouvé énormément d'aspects du film, mais en toute franchise, ce qui entoure Star Trek est fait de tellement de conflits d'ego et de prise de tête qu'il est difficile de savoir quels reproches étaient légitimes et lesquels n'étaient motivés que par les conflits entre les personnalités fortes. C'est avec ce film que se termine la carrière du casting original avant de passer le relais à la nouvelle génération. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'une chose à aborder avant de vous laisser. C'est le reboot de J.J. Abrams sorti en 2009. Globalement, c'est du tout bon. En créant sa propre réalité alternative, les auteurs permettent à tout nouveau spectateur de prendre la série en cours de route alors qu'il s'agit tout de même du 11e film. Il devenait plus que nécessaire de repenser la saga afin de moins en faire des cadeaux aux fans et plus en faire un vrai projet de film ouvert à tous. Cela dit, il reste pensé comme un hommage aux Trekkers puisque son message est que ce groupe que forment Kirk, Spock, McCoy, Uhura, Scotty, Sulu et Chekhov est si important que même en cas de réalité alternative, les événements feront ce qu'il faut pour qu'ils se rencontrent. Ils sont trop importants pour l'univers pour disparaître d'une quelconque timeline. C'est leur destin que de devenir le meilleur équipage dans l'histoire de Starfleet.
L'univers a été totalement modernisé, aussi bien au niveau des objets et vaisseaux que du casting, composé uniquement de ravissants jeunes adultes. Je sais que le design du pont de l'Enterprise a soulevé pas mal de critiques de la part de certains fans hardcore, mais les films originaux ne s'étaient jamais gênés pour redesigner tous les éléments de Star Trek, même en essayant de cacher tout ça sous des travaux d'amélioration du vaisseau. L'univers de Star Trek, pour paraître futuriste, doit forcément être remis au goût du jour, sinon ils auraient encore des pantalons en pâte def. Il reste malgré tout proche de ses origines, en particulier au niveau du design sonore, puisque beaucoup de sons sont repris de la série. Les tenues sont celles de la série, et de nombreux éléments issus directement de la série reviennent faire leur apparition, comme l'épreuve du Kobayashi Maru qui a fait la légende de Kirk, ou les méthodes d'enseignement Vulcain. This is Vulcan! Le film fait également au moins une référence à chacun des films précédents. Tout cela s'accompagne de quelques évolutions. Il faut accepter, quand on est ancien fan, d'entendre un accord de basse marquer la classe de Spock, le Vulcain le plus sobre qui soit. Live long and prosper. Mais c'est tellement classe! Il faut accepter aussi de voir Spock et Uhura vivre une histoire d'amour qui, a priori, n'a pas grand chose à voir avec cette réalité parallèle. Cela dit, elle est montrée tellement superficiellement qu'on accepte de faire passer ça. Le film est tourné d'une façon absolument grandiose. Chaque plan est plus classe que le précédent, chaque mouvement de caméra donne une impression de majesté. Lors des scènes de tension dans le vaisseau, la caméra, plutôt que de cadrer chaque personnage à la suite avec des cuts, préfère se déplacer d'un personnage à l'autre, retranscrivant ainsi le tourbillon d'ordre et d'opérations qui circulent sur le pont dans ces situations. Le film ajoute aussi ce qui manquait à tous les autres avant lui, à l'exception des 3 derniers de la nouvelle génération, c'est un rappel constant des valeurs d'échelle. On nous rappelle constamment la taille démesurée des vaisseaux par rapport aux humains. Alors quand on voit des rapports de taille comme celui-là, ah mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est classe ce vaisseau ennemi! Le chaos qui se dégage de toutes ces tiges de métal acéré, mais c'est tellement énorme! Je regrette juste le retrait d'une scène qui montrait pourquoi les Romuliens sont restés 25 ans sans rien faire et qui avait en plus l'intérêt de mettre des Klingons à l'écran, mais qui n'est finalement plus que résumé dans la transmission d'Uhura. Et puis, tout aussi génial qu'il soit, il reste un excellent exemple de la bonne science-fiction d'action. Avec un reboot d'une saga comme Star Trek, on aurait été en droit d'attendre un commentaire sur le monde qui nous entoure, tout spécialement avec le bordel au Moyen-Orient et les tarés de la Corée du Nord. Un Star Trek post-11 septembre aurait pu apporter énormément de choses en SF. Mais j'avoue que mes protestations sont assez faibles face à une putain de matière rouge dont une seule goutte peut créer un trou noir complet. Oh, je kiffe la science-fiction! Pardon. La musique a été composée par Michael Giacchino, un tout jeune compositeur manifestement très pote avec Abrams puisqu'il a composé la musique d'une bonne partie de ses films et de sa boîte de production Bad Robot. Mais son travail est tellement bon qu'on lui pardonnera volontiers le piston. Le nouveau thème qu'il a créé pour Star Trek est énorme, grandiose, digne des grandes musiques de films d'aventure, et son orchestration est excellente. Rien que les premières notes à l'ouverture du film enveloppent totalement, et l'effet de malaise provoqué par ces cuivres défaillants instaure tout à fait l'ambiance de la scène qui suit. Enfin, les flares de lumière parasites si chers à Abrams, franchement on en parle beaucoup pour pas grand chose. Ça ne gêne pas la lecture du film, c'est esthétique, et même s'il y en a un peu partout, ils ne sont jamais injustifiés. Un très beau reboot, même s'il est un peu éloigné de l'esprit d'origine. Ainsi s'achève mon retour sur les films Star Trek première génération. Un régal pour tous les fans de science-fiction, et d'excellents moments pour tous les cinéphiles. Vous savez que j'ai, et toujours eu, raison. Longue vie et prospérité, allez voir des films, ciao. Bienvenue dans Pourquoi j'ai raison et vous avez tort. Vous savez que je suis un passionné de science-fiction,